type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et c'était l'OST justement de Mickey 17 pour donc la petite critique qu'on voulait faire, la critique du jour sur le film d'actualité, et pas n'importe quel réalisateur qui plus est, c'est Bong Joon-ho qui je pense fait assez consensus ici, qui est un réalisateur influent, qui a fait évidemment des films cultes, des chefs-d'œuvre, et qu'on retrouve ici avec ce film. Alors en soi, juste pour faire une petite introduction sur Bong Joon-ho, puisque c'est ce réalisateur sud-coréen qui a révolutionné le cinéma mondial avec des films aussi brillants qu'inattendus, fait son grand retour avec Mickey 17, et pas qu'un peu, puisqu'on l'attendait depuis un certain moment ce film, et autant vous dire que voilà, l'attente elle était à son comble. Bong Joon-ho, c'est un cinéaste au talent unique, il ne se contente pas de raconter des histoires, il joue avec les genres, brouille les frontières entre les thrillers, le drame, la science-fiction et la satire sociale. Son film Parasite en est le parfait exemple, à la fois comédie noire, drame social et thriller psychologique. Il a marqué l'histoire du cinéma en devenant la première production sud-coréenne à remporter la Palme d'Or à Cannes avant de triompher aux Oscars en 2020 avec 4 statuettes dont celle du meilleur film. Mais ce n'est pas un coup d'essai. Avant Parasite, Bong Joon-ho avait déjà conquis le public avec Memory of Murder, un polar fascinant inspiré d'un véritable fait divers en Corée du Sud qui a réussi encore aujourd'hui à faire sensation. Il avait ensuite enchaîné avec The Host, un film de monstres qui, sous couvert de divertissement catastrophe, critiquait la pollution et les actions humaines sur l'environnement, ainsi que les conséquences du capitalisme américain. Puis est venu Snowpiercer, donc sa première production américaine, adaptation du roman graphique français Le Transperce-Neige, qui illustrait les inégalités sociales dans un train roulant à travers un monde glacé. Donc chaque film de Bong Joon-ho, c'est une critique acérée de notre société et de ses dérives, où il dénonce sans concession les inégalités sociales, la lutte des classes et les absurdités du capitalisme. Son art repose sur une mise en scène habile qui mêle le divertissement et la réflexion. Nous plongeons dans des récits où la tension dramatique souligne les injustices systémiques. Que ce soit l'exploitation des classes populaires dans Parasite, la gestion des crises environnementales et politiques dans The Host, ou encore la répartition inégale des richesses dans Snowpiercer, chacun de ces films s'impose comme un miroir féroce de notre monde. Il ne se contente pas de raconter des histoires, il déconstruit les dogmes et nous force à regarder en face les contradictions de nos sociétés, tout en proposant une esthétique visuelle et un rythme qui captive évidemment tout spectateur. Et maintenant, place à Mickey 17, son tout nouveau projet prévu donc pour 5 mars 2025. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une adaptation du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, une histoire de science-fiction qui suit un employé jetable envoyé en mission spatiale. Son rôle, c'est d'accomplir des tâches trop dangereuses, devenant presque un rat de laboratoire pour aider une expédition politisée. Lorsqu'il meurt, il est tout simplement remplacé par un clone avec ses souvenirs réimplantés. Et c'est pas tout, le casting est plus qu'alléchant. En tête d'affiche, on retrouve le fameux Robert Pattinson qui décuple son jeu grâce aux nombreux personnages qu'il peut jouer. On retrouvera également Steven Yeun qui a fait The Walking Dead, Naomi Yaki, Mark Ruffalo et Toni Collette. On retrouve aussi Bartolomei. Bref, un casting 5 étoiles, c'est qui rend Mickey 17 si intriguant. C'est aussi la manière dont Bong Joon-ho va mêler son style si particulier à un univers de science-fiction pure. On le sait, il adore explorer les inégalités et les absurdités du système capitaliste. Alors on peut facilement imaginer que ce clone jetable éliminé et remplacé à l'infini sera un prétexte, encore une fois pour une critique acérée de notre société comme il aime faire, mais on peut aussi s'attendre à des scènes visuellement saisissantes, un humour grinçant et bien sûr une narration qui nous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde, comme il sait aussi bien le faire avec du Parasite où il l'a fait excellemment. Et ce qui est fascinant avec Bong Joon-ho, c'est qu'il arrive à transcender les frontières du cinéma. Il fait du cinéma sud-coréen une référence mondiale et ne renie jamais son identité. Même en tournant avec des acteurs hollywoodiens, il garde cette façon bien à lui de raconter des histoires, de déconstruire des codes, de surprendre là où on n'attend pas. Et Mickey 17, est-ce que justement il répond à nos attentes ? Est-ce que c'est un nouveau chef-d'œuvre de Bong Joon-ho ou au contraire c'est la déception après le chef-d'œuvre ? On va commencer par le râleur de service qu'on aime toujours, mais voilà, il provoque les débats, c'est ça qui est intéressant avec lui. Nous avons notre fameux Lenny qui a aimé ou pas le film ? Question évidente, attention. On se pose question rhétorique, voilà. Non, malheureusement, j'aime beaucoup Bong Joon-ho, mais je sais pas comment il a fait. Je pense que c'est du Bong Joon-ho réchauffé au micro-ondes pour des Américains. Voilà. D'accord. C'est-à-dire en termes de sa mise en scène, j'ai trouvé la chose relativement basique et assez peu inspirée, surtout par rapport aux idées de SF qui sont très généreuses, auxquelles il y a plein de choses à faire. Mais non, pas spécialement d'envolée, pas spécialement de moments porteurs. Après qu'on s'entende bien, Bong Joon-ho avec ses derniers films en termes de mise en scène, ça va pas être du très grand spectacle, mais on est quand même sur quelque chose,
qui se restreint constamment. Et en termes de scénario, oh bah mon Dieu, le nombre de pistes possibles que le film passe son temps à esquiver de possibilités pour moi qui ne mènent pas, d'enjeux qui ne sont pas vraiment développés, c'est une déception. Hein. Mais écoute, prépare-toi, vas-y. C'est Aline qui commence déjà à chauffer les poings. Elle s'échauffe, mais écoute, moi j'attends que ça, parce qu'encore une fois, c'est comme à chaque fois où j'ai pas aimé un film, ça m'attriste, parce que j'aurais passé un bon... Aline l'aime et ça m'énerve. Non, j'aurais passé un bon moment, et au final, c'est moi qui me retrouve triste à ne pas avoir aimé un film pareil. Parce que, il y avait plein d'intrigues, il y a certains personnages qui peuvent être intéressants, mais vous m'excuserez, Pattinson, j'en ai pas grand-chose à faire, alors qu'il passe ses 2 heures de film à avoir sa voix off qui me casse les bonbons constamment, où j'ai qu'une seule envie, c'est qu'il ferme sa gueule. Il devient méchant. Oui, si tu veux. Et Mark Ruffalo qui se joue... Alors attention, j'ai une idée, elle est révolutionnaire. Personne n'a fait ça. Je vais faire une imitation de Trump. J'en ai plein le cul. De voir des Trump-like, d'en avoir des gens qui en font des caisses constamment. C'est insupportable. Et j'ai même pas spécialement d'intrigue qui va quelque part pour moi pour me rattacher à quelque chose, alors que le film à plein d'endroits essaye de rattacher certains éléments, de rattacher une mythologie scandinave avec le nom de la planète auquel ils sont censés aller, parce que c'est Niflheim, donc je suis en mode ok, donc c'est une planète glacée, va peut-être y avoir des jeux. Non, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. Il y a des créatures, techniquement, vous avez peut-être déjà vu le design autre part est plus inspiré, donc ça me rend triste. J'ai eu aucun accroche avec ce truc-là, et même le propos politique est un peu léger pour du Bong Joon-ho. Bon, je suis pas du tout d'accord sur la fin, mais je rejoins peut-être un peu plus Aline, j'espère, qui a un peu plus apprécié le film. Je me souviens bien d'ailleurs de la sortie où tu étais limite la seule face à plusieurs mecs qui disaient non, le film est pas bien. Je les imite bien. Hein. Parfait, nickel. Merci. Non, c'est ça. Alors, du coup, vu que moi j'ai bon goût, oui, j'ai bien aimé. Excusez-moi, je reprends ma voix. Non, en fait, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. C'est sûr que quand on s'intéresse un petit peu de plus près à la filmographie de Bong Joon-ho, il y a des choses qui sont mieux faites. Après, mieux, ça dépend aussi où on se situe et ce qu'on attend de voir dans un film. Donc, je veux bien te croire sur le fait que tu aies pu être déçu quand on compare à un Parasite ou un Snowpiercer, mais après, la vraie question, c'est est-ce que le message est le même ? Pour moi, non. Là, dans Mickey 17, je suis d'accord, il y a des pistes de scénario qui auraient pu être explorées qui n'ont pas été. C'est un petit peu décevant. De là à passer un mauvais moment, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé que sur d'autres détails, il avait pris le temps de développer. Et ça, pour le coup, c'est après coup, j'en suis rendu compte. Parce qu'en sortant de la salle, je savais que j'avais bien aimé, mais je n'aurais pas pu dire pourquoi. Même encore maintenant, je pense qu'il faut que je le digère encore un petit peu. Donc, je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas oublier. Mais il y a quelque chose premièrement, ce qui m'a intéressé, c'est la dimension philosophique dans son film par rapport au personnage de Mickey. Donc, il est confronté à la disparition sans cesse de ses doubles et aux enjeux de l'existence qui évoluent au fil du récit. Donc en fait, il passe d'une vision qui est centrée sur la mort, parce que, no spoil, mais il part sur cette planète parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de compétences, donc on peut imaginer un personnage pas franchement enjoué ni bon vivant. Et on clôture sur un personnage qui l'est d'autant plus. J'essaye de pas trop en dire, même si c'est déjà pas mal, mais dans l'idée, juste, il y a cette évolution narrative sur son personnage qui, je trouve, est intéressante sur la quête de la vie et par rapport à la filmographie en général de Bong Joon-ho, c'est-à-dire qui sert de miroir de nos sociétés. Je trouve que ça fait sens sur sur ces générations qui sont la nôtre principalement, sur cette question de la vie, l'envie de rester en vie ou non, des choses comme ça, l'optimisme en fait en général. Donc ça, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, ce récit-là. Ensuite, il y avait un autre truc qui m'a bien interpellé, c'est le fait au moment de ses doubles, donc l'arrivée de Mickey 18, je suis d'accord, il y a quelque chose qui aurait pu être plus approfondi, qui aurait pu être mieux traité peut-être, tout simplement. Je pense qu'en tant que spectateur ou spectatrice, on s'attend à autre chose. J'ai préféré mettre ça de côté et me dire qu'est-ce qu'il m'a proposé, qu'est-ce que moi je peux garder qui me correspond. Et là-dessus, en fait, c'était donc le face-à-face entre les deux personnalités opposées et riche d'une signification philosophique qui est le rejet de soi et la peur de cohabiter avec un autre soi-même. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est-à-dire que, en fait, ils sont en dualité perpétuelle, les Mickey 17 et Mickey 18, mais on est sur deux personnalités quand même assez opposées. On a d'un côté un peu le trouillard, le pleurnichard, et de l'autre, on va avoir justement celui qui va se dire plus courageux, un peu plus rebelle dans l'idée, bien sûr. Mais
je trouvais que c'était intéressant, si on prend d'un point de vue philosophique, de se dire c'est un peu le moi et le surmoi. Enfin, je veux dire, c'est ce combat qu'on peut avoir avec nous-mêmes sur j'ai un projet, j'ai envie d'y aller, mais je le fais pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'écho que ça a eu en moi. Donc, par rapport à ça, ça m'a interpellée. Après, moi, j'aurais encore plein d'autres choses à dire, mais je vais attendre que tu rebondisses pour garder ma liste d'arguments. Puis je pense que Lenny va vouloir aussi rebondir parce que je le connais assez bien. Lenny, là, il prend sa posture, mais il a des bons arguments tout de même et il va développer, j'espère. Mais parce que, par exemple, sur c'est vrai que je me positionne. Je dis Bong Joon-ho, voilà, c'est peut-être dans mes 2 réalisateurs préférés de tous les temps, honnêtement. Honnêtement, j'ai vu tous ses films, je crois. Mother est son meilleur, honnêtement, encore une fois, avec Parasite. Et pour avoir fait les comparaisons aussi, alors moi, je suis sorti direct de la séance. Je me souviens, la première phrase que j'ai dit, c'est « De toute façon, un mauvais Bong Joon-ho est un bon film ». Donc voilà comment je me positionne. C'est en effet pour moi peut-être même le pire, entre guillemets le pire. Le prenez pas non plus comme quelque chose d'ultra péjoratif parce qu'encore une fois c'est un bon film, mais qui pour moi est une déception parce que Bong Joon-ho m'a encore une fois habitué à 10 fois mieux. Et dans le côté, parce qu'il y a aussi cette posture-là de dire c'est une production américaine de Bong Joon-ho, je crois que c'est sa 3e techniquement, ou du moins coproduction. Et il y a quand même son passif où Snowpiercer, par exemple, a été très mal reçu par certains. D'autres avaient beaucoup aimé, hein, mais dans l'idée, Snowpiercer est souvent dans les plus... Enfin, on va dire les moins aimés. Okja aussi, d'ailleurs, qui me semble est une coproduction, d'ailleurs. Et... Mickey 17, alors moi Snowpiercer j'avais beaucoup aimé, Okja je trouvais ça sympathique sans plus, dans la filmographie encore une fois de Bong Joon-ho. Et celui-là, pour le coup, j'ai justement cette impression d'avoir vu une fusion de ces idées et d'avoir vraiment cette impression des fois d'avoir vu déjà le film. Parce que Mickey 17, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il ne répond pas à ses promesses, entre guillemets. Il a certes un propos politique qui est très mis en avant, mais des fois trop, je trouve, par rapport à un Parasite qui peut aller beaucoup plus dans le côté acerbe et qui va vraiment piquer là où il faut. Mickey 17, des fois, reste un peu trop en surface, même si son propos politique est de premier plan. C'est ça aussi, c'est parce que vraiment, évidemment, on le voit et on ne peut voir que ça. C'est cette utilisation d'une personne et de la capitalisation, de la politisation aussi d'un mec, Mark Ruffalo qui joue évidemment le politique qui utilise un peu ses pions à sa façon avec une excursion, voilà. Et c'est pareil, il y a aussi ce côté sur cette planète, et ça m'a énormément fait penser à du Okja parce que vraiment des fois où je me disais mais on retrouve à peu près les mêmes formes, je sais pas, dans l'impression aussi de la mise en scène, j'avais l'impression qu'on était pareil dans la même formule d'emmener le spectateur dans une souffrance pour ensuite le rattraper, essayer de le faire comprendre et de le faire réagir. Et il faut dire aussi, c'est le Bong Joon-ho le plus optimiste, techniquement. Il finit... par exemple, Okja est très pessimiste, je trouve, et m'avait beaucoup plus touché et marqué, bizarrement, alors que Mickey 17, à la fin, malheureusement, ce côté optimiste, alors que c'est l'inverse, c'est que la société d'avant, avec Okja, me paraissait plus, on va dire, opportuniste, entre guillemets, pour un avenir, alors que là, c'est l'inverse. Je ne vois pas justement cet opportunisme aujourd'hui, je vois tout l'inverse, et du coup, son propos de Mickey 17 l'optimisme devient, pour moi, décalé, en réalité, parce que, en effet, les comparaisons qui pourraient être faites avec la société d'aujourd'hui et surtout américaine sont peut-être des fois déjà trop lourdes, mais le film est me garde cette impression d'être un peu périmé. Là, je parle évidemment énormément en surface parce qu'on va pas parler des détails du film, c'est pas le but. Dernier point aussi qui, moi, m'a un peu déçu, c'est que j'ai trouvé le film déjà, premièrement, très mal rythmé. Pour moi, il y a un gros problème de rythme. Je trouve qu'en plus, on peut vraiment diviser le film en 3. Et c'est pareil, j'ai compté, non, je n'ai pas du tout compté les factures, mais il y a 150 millions de budget. C'est, je crois, le plus gros budget qu'on a donné, il me semble, avec Snowpiercer pour Bong Joon-ho. Normal, c'est américain, puisque c'est Warner qui est derrière, et qui, à mon avis, ne récupérera toujours pas une poule aux œufs d'or pour cette année, avec Mickey 17, qui me semble pas être... voilà, et des fois, j'ai pas l'impression d'avoir vu 150 millions. Et
Parasite, par exemple, qui est beaucoup plus petit budget et 10 fois plus représentatif, avec une mise en scène fulgurante en permanence, et il arrive justement à faire toujours des plans incroyables. Et pareil, Bong Joon-ho, normalement, il y a toujours ce moment de tu vas m'emmener quelque part pendant 2 minutes, tu vas me faire un moment de grâce. Là, je l'ai pas eu. Malheureusement, j'ai juste eu quand même ce petit sentiment de grâce dans le couple. Mickey 17 avec l'actrice Naomi Aki, qui justement avec Robert Pattinson, ça match super bien, et il y a vraiment à un moment une osmose, je trouve, vers la fin du film, sans spoiler, mais qui a super bien fonctionné sur moi. Mais ça m'a pas emporté, parce que c'est pas une scène qui se veut de cette façon, qui va pas faire des envolées, c'est vraiment un tout petit passage. Et c'est là où il m'a aussi déçu, ce Bong Joon-ho. Lenny, tu veux peut-être revenir sur nos points? Notamment le point où tu disais le rythme est un problème. De fait, c'est quelque chose qui m'a paru très étrange, où on va avoir des passages où on est au niveau du vaisseau, l'intrigue est en train de se dérouler, puis ok, pause, on va faire retour arrière, on va vous remontrer des trucs, et à plusieurs endroits, notamment avec certaines péripéties, j'ai eu l'impression que ils ont retiré certains bouts du film. Je sais pas s'il y a eu un montage qui s'est fait hacher la tronche, quelque chose, mais de fait, pour moi, alors que, encore une fois, j'ai pas spécialement passé le meilleur des moments, j'ai l'impression qu'il manque des choses, j'ai l'impression qu'il manque certains éléments, parce que on a plein d'idées, plein de potentiel, où c'est le personnage, si je m'abuse, de Nasha, c'est bien ça? Oui, Nasha, oui, c'est ça. Et littéralement le personnage le plus intelligent de tout le film, mais hors champ, on va se dire que je vais me droguer la gueule, ça va être rigolo, on va avoir des évolutions de personnages qui sortent un peu de nulle part. Enfin, c'est un peu frustrant, et je pense qu'il manque des morceaux à ce film. Oui, Aline? Pour rebondir sur ça, je voudrais juste préciser aussi que pendant que le film a été réalisé et produit, il y a eu aussi la grève à Hollywood, qui a frappé en plein fouet en fait tout le processus de création du film. Donc je pense que la grève des scénaristes se ressent, ça c'est sûr. Et on va citer Raphaël, parce que ce qu'il a dit en sortant de la salle, c'était plutôt juste. Il y a 1 heure en trop et il manque 1 heure. C'est-à-dire, je pense que ça résume tout ce qu'on dit, dans le sens où il y a des choses qui sont là, qui n'apportent pas grand-chose, qui auraient mérité d'être remplacées par d'autres ajouts. Et pour clôturer, j'avais vu sur Allociné une critique de... J'ai son nom, j'arrive. Antoine Descrues, qui appartient à Écran Large, qui a dit « Ce n'est clairement pas le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, mais si tous les cinéastes pouvaient faire en sorte que leur moins bon film ressemble à ça, le monde se porterait bien mieux. » Tout à fait, c'était sur sa critique Écran Large. Donc, exactement. Qui était aussi pareil, comme... c'est fou, hein, ça rejoint ce que j'ai dit. Oui, t'as le cerveau comme ça, quoi. C'est un truc de zinzin. Marion? Oui, moi je rejoins Aline dans le sens où j'ai passé quand même un bon moment au cinéma, sans trop réfléchir ou quoi. Je trouvais que les acteurs jouaient bien et que voilà. Pattinson en tête? Oui, complètement. Et en fait, moi je viens plutôt du côté science-fiction littéraire, et en fait... en science-fiction, le but, c'est de philosopher sur l'écologie, l'hégémonie, les dictateurs, tout ça. Donc, en fait, effectivement, c'est hyper cliché, assez cliché. Et on l'a déjà vu, déjà entendu. Et la réflexion n'est pas poussée au-delà. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait des belles idées et tout, quand on voit ce qui est arrivé à différents Mickey ou des choses comme ça. Une sorte de poésie macabre qui était assez intéressante. Donc ouais, c'est ça qui est dommage, je trouve, parce que c'est vrai qu'en science-fiction, ça s'est déjà fait, quoi. Mais après, j'ai passé quand même un bon moment, même si la réutilisation des mêmes décors donnait le côté un peu cheap de séries de science-fiction, où en fait, ils sont toujours dans le même tunnel et on les voit toujours dans le même tunnel. Et là, quand tu dis 150 millions, ils auraient pu faire en sorte qu'on se perde dans leur bâtiment et qu'on voit pas toujours le même plan. Et tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est un bon point que je voulais aussi, par rapport aux 150 millions, c'est que des fois, ce qui est dingue, c'est que des fois, on a l'impression quand même de voir le budget, parce qu'il y a quand même des scènes, surtout sur la fin, assez impressionnantes qui pourraient nous emporter, mais on peut se taper 30 minutes de scène de théâtre dans une même pièce, qui est justement la scène avant le climax, où c'est du tac au tac, mais sauf que le budget, il n'est pas là, quoi. C'est vraiment que du dialogue. Surtout quand ils courent dans leur escalier qui descendent sur le truc, et en fait,
t'avais le moyen de, je pense, faire plus ou de montrer à quel point ils étaient enfermés, qu'ils pouvaient pas sortir et que c'était un truc vraiment... montrer le labyrinthe que c'était. Mais bon, de toute façon, oui, Aline. Non, juste, il y a un petit détail qu'on n'a pas encore évoqué, mais ça se trouve, ça n'a marqué que moi. On a été voir le film en VO, du coup, et je pense que ça... Alors, je sais pas ce que ça donne en VF, mais en tout cas, en VO, ça a du sens. C'est que Robert Pattinson a travaillé sa voix pour avoir l'air assez enfantin. Et je trouve que du coup c'est intéressant comme propos parce que on peut se poser la question si du coup en plus qu'il est en voix off, ce que moi j'ai adoré, et le fait qu'il soit voix off, donc porte-parole en fait du film, il pourrait se positionner presque comme enfant du couple donc qui est de Mark Ruffalo et de Naomi. De Toni Collette. Merci, j'ai oublié, je suis horrible comme chroniqueuse. Non. Toni Collette, pardon. Et bref, de ce couple emblématique, surpuissant, américain au possible, en fait, on pourrait presque croire que le film, du coup, prend le point de vue de cet enfant qui est Robert Pattinson et de sa vision du monde et du monde américain, etc. Enfin, après, voilà, c'est des petits détails, mais pour le coup, la VO, je trouve qu'elle a son sens. Oui, Marion ? Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, pour moi, ça montre bien qu'en fait, il n'y avait pas besoin de voix off, parce que genre, à un moment... Bon, je vais décrire ça, mais c'est pas très important dans le film. Mais en gros, ils lui disent « Ah, signez ce contrat et lisez les petites lignes. » Et là, t'as la voix off qui fait « Je n'ai pas lu les petites lignes. » Alors qu'on voit bien qu'ils signent directement le truc. Et je trouve qu'ils ont... ils ont un peu abêti le propos pour plaire aux Américains, quelque chose comme ça. Mais il y avait plein de petits moments qui, moi, m'ont un peu genre hérissé parce que... Je suis pas la plus intelligente et quand je vais au cinéma, j'éteins un peu mon cerveau. Non, mais je veux dire pour me laisser entraîner dans le truc. Et là, je me suis dit, on me prend un peu quand même pour une débile. Alors, c'est aussi un archétype je défends Bong Joon-ho là-dessus. C'est un archétype qu'adore Bong Joon-ho de toujours faire un benet qui va être en réalité la représentation entière de soit sa famille ou soit complètement sa société ou sa classe sociale. Et il aime beaucoup faire ça, ce côté aussi. Alors, je sais que du coup, ça peut décontenancer parce que là, c'est pas aussi efficace qu'un Parasite, mais je sais que ça c'est plutôt volontaire. Moi par exemple ça m'a pas dérangé non plus parce que je trouve que le personnage de Robert Pattinson fonctionne super bien là-dessus. C'est pas une critique personnelle, t'inquiète. Non, mais ce que je veux dire c'est pas qu'il soit bête ou intelligent, c'est juste que la voix off c'était plus ce que ça redisait, mais le personnage est bête et moi je suis d'accord. C'est pour ça, c'est le côté genre le benet qui est obligé de dire j'ai pas lu les petites lignes, tout ça, parce qu'en fait il faut qu'il appuie sur le fait qu'il est toujours un peu à côté de la plaque et même ce qu'il entend et ce qu'il peut ressentir, il va interpréter ça dans son monde. Genre, moi je pense au personnage principal de The Host, qui est totalement comme ça, qui comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, mais qui réagit, qui est beaucoup plus dans la réaction, mais qui est obligé beaucoup obligé d'appuyer justement sur sa bêtise. Alors ça fonctionne beaucoup plus dans une société sud-coréenne où justement les clichés autour de ces personnages fonctionnent beaucoup plus, alors que là dans le cinéma américain, c'est vrai que ça peut paraître des fois complètement opposé justement à la représentation classique, on va dire, des personnages. Oui, Lenny, pour finir. Le fait est que moi, par contre, je suis plus du côté de Marion où j'ai cette sensation, après c'est peut-être de l'ordre du ressenti, mais véritablement, moi, cette voix off, j'avais cette impression que les gars l'ont collé en disant « Mais attendez, on n'est pas trop sûr que le public va réussir à choper, à comprendre tout le truc. » Et du coup, je me retrouve avec ce truc-là qui m'explique plein de choses, alors que j'ai qu'une seule envie de dire, et d'hurler même, c'est chaud, don't tell. Là, c'est montre-le-moi, me le dis pas. Alors d'accord, tu vois, ça peut être un personnage de benet et tout, mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression que l'histoire me prend pour un teubé, et la voir constamment encore, et avec sa voix justement un peu idiot, moi, ça me le rend pas ni sympathique, ni agréable, ni intéressant pour un personnage auquel j'ai pas spécialement d'attache ou d'impression d'avoir grand-chose en dehors de sa relation. Alors moi, encore une fois, là, je vais défendre. Alors, tu connais ma position sur le film, mais je vais défendre là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment l'archétype de Bong Joon-ho. Je le précise vraiment, c'est sa façon de faire d'avoir une voix off casse-couille qui te fait... Mais non, c'est de faire le personnage un peu bené. C'est qu'il aime bien, comme j'ai dit, il aime bien faire ce côté personnage qui est toujours décalé par rapport aux événements, tout ce qui se passe autour de lui. Ouais, mais là, c'est le film qui te prend pour un bené. Non, je suis désolé. c'est le personnage qui l'est. C'est pas pareil. En fait, justement, il veut jouer sur son innocence et il veut jouer sur le fait qu'il est décalé et qu'on comprenne en effet qu'il est décalé. Mais en fait, on va rechercher autre chose de ce côté un peu bené, voilà, simplet. En fait, il y a une poésie qui peut très vite en ressortir. D'où la fin, justement, avec Nasha, du coup, qui, des fois, ça fonctionne super bien, ce côté où tu as l'idiot parfait, limite, face, justement, à la personne qui conscientise tout ce qui se passe autour de lui. Et il y a ces moments où il y a un silence complet. Et par contre, quand tu as un silence,
là ça fonctionne. Et c'est là où je défends le film, c'est que la voix off, du coup, de tout le temps parler du Robert Pattinson qu'on envoie, qui est surmené, parce que du coup ça donne cette impression, voilà, le mec est obligé de parler, il est doublé, et en fait il comprend pas tout ce qui se passe alors qu'il est le socle de tout ce qui va se passer politiquement dans ce film. Oui, Aline ? Et juste, je te rejoins, c'est rapide, mais je suis complètement d'accord. C'est que moi, ça m'a pas dérangé parce que dans les films de Bong Joon-ho, on le voit beaucoup, cet archétype de personnage. Et qui plus est, pour Mickey 17, par rapport à ce que je disais, pour moi, ça fait sens la voix off. Et même, comme tu disais, Marion, le fait de venir dire j'ai pas lu les petites lignes alors qu'on le voit, c'est parce que par rapport à cette dualité entre lui et on va avoir vraiment le tableau que de lui et un binôme, même s'ils sont plusieurs Mickey à apparaître, on va avoir lui et Mickey 17. Par rapport à cette dualité, pour moi, ça fait sens. C'est le lui, Mickey 17 extérieur, physiquement présent dans une société, dans un environnement, comment il agit. Et il y a le Mickey, c'est presque en fait l'annonce du Mickey 18 qui arrive, c'est-à-dire comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il pense finalement. Donc pour moi, ça fonctionne. Du coup, ça sert au discours de propos de dualité. Mais après, je vous rejoins tout de même, vous inquiétez pas sur le fait que ça peut décontenancer. C'est pas le plus efficace en tous les cas pour ce Bong Joon-ho. Mais pour finir, on peut dire tout de même, encore une fois, et je le dirai jamais assez, qu'un mauvais Bong Joon-ho reste un bon film à découvrir.